Et si le temps passé par un gamin sur une tablette, c'était pas du tout le signe d'une espèce d'addiction toxique, et si c'était plutôt une stratégie de survie psychologique super logique face à un environnement complètement étouffant? Ah ouais, c'est clair que c'est une hypothèse qui bouscule pas mal de certitudes, surtout que, en fait, on a tellement l'habitude de pointer la technologie du doigt comme la source de tous les maux. C'est le bouc émissaire parfait, quoi. C'est ça. Mais quand on se penche vraiment sur les mécanismes profonds du développement humain, cette idée devient presque évidente. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans des recherches vraiment fascinantes sur la psychologie de l'enfant. Notre mission, c'est de comprendre la vraie racine de ce que tout le monde appelle, tu sais, l'obsession des écrans. Ouais, c'est un sujet tellement d'actualité. Fort émotionnel qui nous pousse, nous, les adultes, à fuir vers nos téléphones. Ce qui était déjà une sacrée claque au passage. Grave, c'était une étape cruciale. Mais là, la question c'est que se passe-t-il quand on applique cette même loupe, cette même rigueur au comportement des enfants? Le changement de paradigme, il est assez brutal. En général, face à un comportement problématique, on aime bien avoir une explication façon diagnostic médical. Tu vois, genre une radio qui montre un os cassé, le médecin pointe le problème, et paf, c'est réglé. C'est rassurant d'avoir un coupable aussi clair. Exactement, cette illusion de causalité directe. Et le truc, c'est qu'on a vachement tendance à appliquer ce modèle médical à la psychologie des gènes. On voit l'écran, on voit l'enfant agité. On trace une grosse ligne droite entre les deux. On se dit direct que le jeu vidéo ou TikTok, c'est le virus qui a infecté le gamin. Voilà. Mais cette approche par les déclencheurs internes qu'on explore aujourd'hui, elle nous oblige à regarder ça tout autrement. Les recherches montrent que l'écran, c'est pas l'infection, c'est juste la fièvre. C'est un symptôme visible d'un déséquilibre beaucoup plus profond en fait. Absolument. Ce qui soulève quand même une question fondamentale. Si l'écran, c'est pas la maladie, qu'est-ce qui pousse un enfant à rester hypnotisé par un monde virtuel pendant des heures et des heures? Ouais, parce que s'ils sont pas juste manipulés comme des marionnettes par des algorithmes créés dans la Silicon Valley, ils cherchent quoi au fond? Il cherche de la nourriture. Et attention, je parle pas de sucre ou de calories, hein, je parle d'une nutrition psychologique hyper spécifique. Et c'est là que les travaux des psychologues Richard Ryan et Edward Deci entrent en jeu. Avec leur théorie de l'autodétermination, c'est ça? Exactement. Et leur idée de base repose sur un parallèle super puissant avec notre biologie. Notre corps, pour survivre, il a des besoins incompressibles, genre des protéines, de l'eau, des vitamines. Et si on lui donne pas, il lance des signaux de détresse, le ventre qui gargouille, la fatigue, les maux de tête. C'est ça, des signaux qu'on ne peut pas ignorer bien longtemps. La psyché humaine, elle fonctionne exactement pareil. Ryan et Deci, ils ont identifié trois, on va dire, macronutriments psychologiques fondamentaux pour que l'esprit puisse s'épanouir. D'accord. Et si ces nutriments viennent d'un manquer dans l'environnement d'un enfant, son cerveau va produire l'équivalent d'un gargouillement d'estomac, mais sur le plan émotionnel. Donc ce qu'on voit souvent comme de la provocation, de l'irritabilité ou même de l'apathie chez un ado, en fait, c'est juste un signal de malnutrition émotionnelle. C'est l'idée centrale, ouais. Et c'est ça qui explique l'attrait dingue pour les technologies. Si les jeunes se tournent avec autant d'intensité vers le numérique, c'est précisément pour compenser une carence sévère de ces nutriments dans la vraie vie. En gros, le smartphone, c'est pas un outil de corruption, c'est une béquille pour un esprit qui crève de faim. Ouais, c'est une super métaphore. Faut vraiment qu'on s'arrête là-dessus parce que ça renverse complètement notre façon de faire. On passe notre temps à confisquer le téléphone, le paquet de bonbons virtuels, quoi, au lieu de se demander pourquoi ils ont si faim au départ. C'est exactement le problème de notre approche actuelle. Du coup, explorons un peu ce menu psychologique. C'est quoi le tout premier de ces trois macronutriments? Le premier besoin, et c'est souvent le plus mal compris par les adultes, c'est l'autonomie. Attends, l'autonomie. Là, je vais me faire l'avocat du diable de seconde. Si tu laisses une liberté totale à un gamin de 8 ans, c'est le chaos absolu. C'est sûr. Il va manger des chips au petit-déjeuner et jouer à la console jusqu'à 3 heures du mat. En quoi donner plus d'autonomie, ça va réduire son envie d'écran? Parce que l'autonomie, au sens psychologique du terme, c'est pas l'anarchie. C'est pas du tout l'absence de règles. C'est plutôt le sentiment d'avoir le contrôle sur ses propres choix, mais à l'intérieur d'un cadre. Ok, je vois. C'est le fait d'agir de son plein gré, de sentir qu'on est l'auteur de ses actions. C'est toute la différence entre ranger sa chambre, parce qu'on a compris que c'était plus sympa de vivre dans un truc propre, et le faire sous la menace immédiate d'être puni. Ouais, la nuance est énorme en fait. C'est vraiment le sentiment d'agence. Et d'ailleurs, dans nos sources, il y a ce contraste culturel assez dingue sur la façon dont cette autonomie est gérée dès le plus jeune âge. Ah, tu penses à l'étude avec les enfants Maya? Oui, celle de Maricela Correa-Chavez et Barbara Rogoff. Elle m'a vraiment marqué cette étude. La méthodologie est brillante. En gros, elles ont placé deux enfants dans une pièce avec un adulte.
L'adulte montre au premier gamin comment construire un jouet super complexe. Et le deuxième enfant, il a juste une seule consigne. Patienter. Voilà. Et le vrai but de l'expérience, c'était pas du tout d'évaluer la construction du jouet, mais juste d'observer comment l'enfant qui patiente se comporte. Et c'est là qu'on voit un fossé culturel monumental. Ah oui, c'est spectaculaire. Chez les enfants d'origine maya au Guatemala, qui grandissent dans une culture où on laisse très tôt une vraie liberté d'exploration, l'enfant qui attend, il reste super calme. Il s'assoit et de lui-même, il observe ce qui se passe. C'est ça. Il choisit de diriger son attention, il est complètement maître de sa propre concentration. Alors que du côté des gamins américains, issus de notre modèle moderne hyper cadré, c'est pas la même histoire. C'est le jour et la nuit. Ils tiennent pas en place, ils trépignent, ils regardent le plafond. Il y a même un détail qui m'a fait rire jaune pendant mes lectures. Un des petits garçons américains, incapable de gérer son ennui, il prend un jouet qui traîne et il fait semblant que c'est une bombe, avec bruitage d'explosion et tout, au milieu de la pièce. Ouais. Et ce comportement, c'est pas du tout un hasard. Ça illustre un truc crucial sur la gestion de l'attention. Les chercheuses expliquent que si l'attention d'un enfant est tout le temps gérée de l'extérieur par des adultes, il développe jamais la capacité de la gérer lui-même. C'est hyper logique. C'est comme l'atrophie musculaire, en fait. Si on te met le bras dans le plâtre pendant 6 mois, le muscle, il fond. Exactement. Et si l'école et la société contrôlent l'attention d'un gamin à la minute près, le muscle de l'autorégulation, il fond aussi. Et c'est tellement flagrant avec notre système éducatif. C'est une vraie cocotte minute surcontrôlée. Complètement. Une cloche sonne, tu t'assois. Une autre sonne, tu manges. Une autre, tu te lèves. On dicte l'emploi du temps, le sujet et même la façon de s'asseoir. Et les chiffres là-dessus sont accablants. Le chercheur Robert Epstein s'est penché sur les restrictions imposées aux ados américains. Ces résultats montrent qu'un jeune aujourd'hui subit environ 10 fois plus de restrictions au quotidien qu'un adulte normal. C'est fou. Et la stat qui fait encore plus mal, c'est qu'ils subissent 2 fois plus de restrictions qu'un criminel incarcéré. 2 fois plus qu'un détenu en prison. Au début, franchement, j'ai cru que c'était une blague. Ouais, ça paraît super contre-intuitif. Mais quand tu réfléchis au niveau de micromanagement que subit un ado de nos jours, ça s'explique. C'est vrai. Il y a les règles de l'école, les interdictions de bouger seul, les couvre-feux, le code vestimentaire, les devoirs obligatoires. Les activités imposées pour avoir un bon dossier. Et avec la technologie d'aujourd'hui, la surveillance, elle est continue. Ah ouais, les fameuses applications de l'école qui envoient une notif aux parents à la moindre minute de retard ou pour une mauvaise note, plus la géolocalisation H24 sur le téléphone. C'est digne des services secrets. Il y a plus un seul espace non supervisé. Donc, face à ce contrôle total, cette privation de liberté sur leur propre existence, faut se demander ce que représente un jeu comme Minecraft ou Roblox pour eux. C'est une porte de prison grande ouverte. C'est un monde géant où ils ont enfin le pouvoir. En ligne, ils décident où ils vont, à qui ils parlent, ce qu'ils font. Ils créent des villes, ils en détruisent. C'est une oasis d'autonomie au milieu d'un désert de contrôle. Et c'est pour ça que la réaction classique des parents, de rajouter des règles par-dessus les règles, c'est une catastrophe. Bloquer le Wi-Fi, confisquer l'écran. Ouais, ou mettre un minuteur hyper strict sans même leur en parler. C'est répondre à une crise d'autonomie par encore plus de privation d'autonomie. On jette littéralement de l'essence sur l'incendie. L'enfant se sent encore plus dominé, donc son besoin de s'échapper, il explose. Exactement. Mais bon, la liberté de faire ce qu'on veut dans un jeu, ça suffit pas à retenir quelqu'un pendant des années. Si c'était juste pour errer sans but, il finirait par se lasser. Ce qui nous amène au deuxième besoin. Parce qu'une fois qu'on a la liberté, faut aussi avoir l'impression d'être doué dans ce qu'on fait, non ? Absolument. C'est le domaine de la compétence. Ce deuxième macronutriment, c'est notre besoin inné de se sentir efficace, de maîtriser un truc, de voir qu'on progresse et qu'on s'améliore quand on fait des efforts. Et dans la vraie vie, le grand fournisseur officiel de compétences pour un jeune, c'est l'école. Sauf que l'école moderne a un énorme souci avec la façon dont elle valide cette réussite. Le problème de base, c'est la standardisation. Biologiquement, psychologiquement, les enfants, ils évoluent pas tous au même rythme. C'est un fait. Mais les tests standardisés, eux, ils imposent un rythme unique. Et si t'as pas pigé le concept pile le jour du contrôle, paf, c'est la sanction. Voilà. Et c'est pas juste une petite déception passagère. Prendre un 0 rouge sur une feuille devant les profs et les parents, ça déclenche un vrai traumatisme psychologique à long terme. Le message qu'on leur martèle tous les jours, c'est « tu n'es pas au niveau, tu rentres pas dans la case ». Ce qui détruit complètement l'estime de soi. Le gamin intériorise ça, il développe cette fameuse résignation apprise. S'il se dit que la compétence c'est mort pour lui, sa meilleure défense pour protéger son ego, c'est d'arrêter d'essayer. L'effort disparaît totalement, ouais. Mais là, il y a un paradoxe qui me fascine.
Tu prends ce même gamin qui se croit nul en maths, qui n'arrive pas à faire 10 minutes de devoir. Comment son cerveau est capable, le soir même, de mémoriser les stats de 200 personnages dans un jeu ou de gérer une stratégie de dingue sur un écran univers? Pourquoi le monde virtuel le fait se sentir comme un génie? C'est parce que les concepteurs de jeux, ils ont compris la psychologie humaine mieux que personne. Ils ont repéré cette énorme carence de compétences chez les jeunes et ils s'engouffrent dedans. Un bon jeu vidéo, en fait, c'est l'exact opposé d'un test standardisé. Tout repose sur la difficulté adaptative, c'est ça? Exactement. Le jeu, il commence toujours pile à ton niveau et ça devient plus dur seulement quand tu as prouvé que tu gérais. Le retour sur investissement est immédiat. Si tu rates dans un jeu, ça va pas ruiner ton dossier scolaire pour la fac. T'as juste un game over et un bouton qui te dit « Allez, réessaye direct ». Et le cerveau, il voit pas ça comme une humiliation. Il voit ça comme une info pour faire mieux au coup d'après. C'est une boucle de rétroaction parfaite. Des petites victoires, une jauge qui se remplit, un bruit super satisfaisant quand tu gagnes. Et c'est la même mécanique sur les réseaux sociaux. L'algorithme te montre ce que tu aimes et les likes mesurent ton succès social à la seconde près. C'est de la dopamine en perfusion pour combler le vide du monde réel. C'est littéralement impossible de refuser un tel festin psychologique quand tu crèves de faim à l'école. C'est hyper clair. Donc, autonomie et compétence, c'est validé. Mais il manque une pièce au puzzle, parce qu'on n'est pas fait pour fêter nos victoires tout seul dans notre coin. Bien sûr que non. Quand tu es libre et que tu deviens super fort à un truc, le premier réflexe, c'est de vouloir le montrer aux autres. Le fameux besoin d'appartenance sociale, le troisième nutriment. C'est le besoin vital d'être connecté, d'être reconnu par ses pairs, de sentir qu'on a une vraie place dans un groupe. Et historiquement, comment on comblait ça? C'était basique, on sortait jouer dehors. Mais quand on lit les travaux de chercheurs comme Peter Gray, le constat fait carrément froid dans le dos. Le jeu libre, non structuré, sans adulte autour, ça a quasiment disparu. Le déclin est massif, ouais. Il y a quelques décennies, l'apprentissage social, il se faisait dans la rue, au terrain vague. Les gamins devaient s'organiser tout seuls. Si vous voulez faire un foot, fallait inventer les règles, négocier s'il y avait une faute, sans qu'un parent débarque pour faire l'arbitre. Et ça, c'était un laboratoire d'intelligence sociale incroyable. Aujourd'hui, on délègue tout ça à des clubs de foot hyper structurés, avec des coachs, des uniformes. C'est plus du jeu libre du tout. Mais ce virage sécuritaire, il vient d'où, hein? Les parents aujourd'hui, ils ont une peur panique de tout. La circulation, les mauvaises rencontres, les kidnappings qu'on voit en boucle aux infos. C'est un phénomène sociologique super intéressant, parce que cette peur est en contradiction totale avec la réalité des chiffres. Globalement, même si tout n'est pas parfait, on vit dans l'époque la plus sûre de l'histoire pour les enfants. Statistique à l'appui, oui, mais l'anxiété des parents a jamais été aussi haute. C'est le paradoxe de la forteresse. On a construit un château fort autour de nos enfants, des murs énormes, aucun danger physique. Ils sont 100% à l'abri. Sauf que le pont-levis est fermé et que plus personne ne peut rentrer, c'est ça. Voilà. L'environnement physique est devenu complètement stérile socialement. Et la conséquence directe, c'est que l'écran, il prend le relais. Les jeux en ligne avec des micros, Discord, les groupes Insta, c'est pas juste pour passer le temps. Ça remplace le terrain vague. C'est ma nouvelle cour de récré, sans les barrières géographiques. Et c'est d'autant plus vital pour les gamins qui se sentent un peu en marge dans leur collège, ceux qui sont moqués ou qui ont des passions un peu geeks. En ligne, ils trouvent une niche. Ils trouvent leur tribu. On peut pas juste dire « ouais, c'est des amis virtuels », ça compte pas. Parce que les émotions, elles, sont 100% réelles. Donc si on récapitule cette mécanique implacable, un jeune manque d'autonomie avec des parents hélicoptères, il manque de compétences à cause de l'école, et il manque de sociabilité à cause de notre paranoïa sécuritaire. Et les chercheurs résument ça par un concept super précis. L'hypothèse de densité des besoins. Ça veut dire quoi, exactement, en termes simples? En gros, c'est mathématique. Plus la vraie vie d'un enfant est carencée en ces 3 nutriments, plus son plongeon dans le monde virtuel sera intense et profond. La surexposition aux écrans, c'est pas le cœur du problème. C'est l'alarme incendie qui hurle dans la maison pour dire que les besoins vitaux sont pas nourris. Ce qui nous amène à la question pratique, la vraie valeur de tout ça. Pour les parents ou les éducateurs qui nous écoutent, comment on applique ça concrètement? Parce qu'on a bien compris qu'arracher l'iPad des mains d'un ado, c'est comme prendre la gourde d'un mec dans le désert sans lui montrer l'oasis. C'est clair qu'il faut lâcher la pure répression. La toute première étape, c'est de restaurer le dialogue. Mais attention, un dialogue sans aucun jugement moral sur les jeux ou TikTok. Faut s'y intéresser pour de vrai. Voilà. Plutôt que de balancer des règles arbitraires, faut inviter le jeune à co-créer ses limites. Lui demander ce qu'il trouve en ligne, c'est quoi le kiff, c'est la compète, c'est les potes. En cernant le nutriment qui manque, on peut essayer de le remettre dans la vraie vie. Sauf que ça demande aussi une grosse remise en question de la part des adultes. On en a parlé la dernière fois, on est nous-mêmes accros.
Tu peux pas dire à ton gamin de poser son tel si toi tu checkes tes mails pro pendant tout le dîner. Ah bah l'exemplarité, c'est la base, on est d'accord. Mais le vrai remède de fond, c'est de changer l'environnement. Comment on redonne de l'autonomie? On leur confie des vraies responsabilités, on les laisse gérer leur temps, même s'ils font des erreurs. Et pour la compétence? Faut valoriser l'effort, pas juste la note. Ça peut être dans le sport, le bricolage, la cuisine, un projet perso où ils voient qu'ils progressent. Et pour la sociabilité, va falloir avoir le courage de baisser un peu le pont-levis. Accepter qu'ils aillent jouer dehors sans qu'on soit sur leur dos. C'est ça. Si on arrive à restructurer un peu leur quotidien pour nourrir ces trois besoins, l'attraction hypnotique des écrans, elle va baisser toute seule. L'écran va redevenir juste un outil ou un divertissement, plus une bouée de sauvetage. C'est fou parce que cette exploration, ça nous amène à une réflexion hyper vertigineuse pour finir. Pendant des années, on a diabolisé les écrans, on a presque inventé une maladie mentale pour ça, mais avec ces recherches, faut totalement retourner le miroir. C'est notre organisation sociale qui est en cause, en fait. Exactement. L'écran, c'est pas le poison qui détruit nos jeunes. C'est le pansement psychologique qu'ils mettent sur les blessures d'un monde qu'on a rendu beaucoup trop restrictif, trop compétitif et super isolé. Admettre cela, c'est admettre que le problème ne vient pas d'un algorithme, mais de nos propres choix de société. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.